Voilà, qui s'occupe du DU. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, on dirait. Voilà. Parfait. D'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Charlie de me faire le plaisir et l'amitié de m'inviter à participer à cet événement très agréable et très intéressant. Je vais donc vous parler de chirurgie, sujet qui vous concerne au quotidien probablement et qui parfois vous effraie un peu. Mais vous voyez, on aura des choses à dire justement sur notamment je vais vous parler beaucoup de nouvelles technologies appliquées à la chirurgie. Avant de commencer, j'ai des conflits d'intérêts à vous déclarer puisque je suis inventeur d'un dispositif que je vais vous présenter dans cette communication, le Simplicity, et consultant pour deux laboratoires qui commercialisent ce dispositif. Alors vous savez que quand on parle de chirurgie orthognathique, on a une très longue habitude de planifier nos cas, de les simuler, de préparer des dispositifs qui vont nous servir de guide pendant la chirurgie. Ça, c'est le gold standard, c'est la technique standard, c'est de faire un enregistrement d'arc facial, d'enregistrer l'anatomie du patient, de faire un montage sur articulateur, de préparer notre setup, de préparer des gouttières, etc. Et on est persuadé, ce faisant, de faire une chirurgie extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Néanmoins, la réalité est un petit peu différente parce que tout au long de ce protocole, eh bien, on va accumuler un certain nombre de sources d'erreurs dans l'enregistrement de l'anatomie du patient, pour commencer, dans notre analyse radiologique, puisqu'on fonctionne sur des radiographies en 2D classiquement. L'enregistrement d'arc facial, vous savez pertinemment que si vous le faites le lundi ou si vous le refaites chez le même patient 2 jours après, vous allez avoir 2 enregistrements qui vont être assez différents finalement. Si 2 personnes le font, et c'est pas tellement reproductible. Alors je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, mais bon, ça va aller. Et vous voyez, en fait, c'est difficile de savoir quelle est la précision exacte de ces dispositifs, mais on a des informations quand même, parce que, alors, évidemment, on ne peut pas superposer un montage sur articulateur et le résultat d'une chirurgie. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'entre la téléradiographie de profil et l'articulateur, on a des différences d'orientation du plan d'occlusion, donc de profil, qui sont très significatives. Vous avez ici, donc chaque barre de l'histogramme est un patient, et vous voyez que ces différences d'angulation, elles s'échelonnent dans une gamme qui est assez importante, jusqu'à 15 degrés de différence. Donc une différence d'orientation du plan d'occlusion, une erreur finalement d'orientation du plan d'occlusion sur articulateur de 15 degrés, je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de résultat chirurgical, surtout si on regarde la position du menton. C'est considérable. Alors quoi qu'il en soit, on a maintenant donc d'autres dispositifs, d'autres approches et des outils numériques bien sûr qui nous permettent de planifier nos cas dans un environnement complètement dématérialisé et qui nous permettent de prendre tout un tas de mesures en temps réel, de visualiser en plus ce que donnent nos indications en termes de nouvelle anatomie osseuse, donc de choisir un meilleur scénario et puis potentiellement, eh bien, à partir de cette simulation tridimensionnelle, d'imprimer directement les gouttières qui vont nous servir de guide chirurgical. Alors la question de ce protocole, il est bien sûr beaucoup plus précis en termes d'enregistrement de l'anatomie, puisqu'on a une anatomie pseudo-vraie, puisqu'on part d'un scanner, donc d'une anatomie réelle. Reste la question de la mobilité mandibulaire, et puis surtout de la précision finalement obtenue avec ces dispositifs, puisque lorsqu'on va repositionner les mâchoires, on va toujours se servir d'une gouttière et donc être dépendant du bon positionnement de la mandibule pendant la chirurgie. Alors ça a été étudié. Et en réalité, c'est un peu décevant. Vous le voyez ici, vous avez le même genre d'approche, là, avec chaque barre de l'histogramme est un patient, avec 2 approches, une approche par articulateur et une approche par chirurgie virtuelle, par simulation virtuelle et gouttière imprimée en 3D. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chiffres, vous voyez que manifestement, c'est tout à fait superposable. On a exactement les mêmes résultats, la même précision, ou la même imprécision, peut-on dire, que l'on utilise une approche classique avec articulateur ou une simulation virtuelle et des gouttières imprimées. Et donc ce qui prime finalement, c'est le problème du repositionnement péropératoire, où si on commence par une ostéotomie maxillaire par exemple, le maxillaire est ensuite asservi à la mandibule qui est elle-même mobile. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, on travaille à changer cette approche et à un repositionnement des arcades qui soit fait par rapport à une référence fixe et donc par rapport à la base du crâne, en prenant une référence osseuse et non plus une référence
occlusale afin de nous permettre de gagner en précision et donc en prédictibilité. Donc vous voyez là différentes publications qui datent des années 2010 et ce qu'on a mis au point est une déclinaison, si vous voulez, c'est une autre version de ces approches mais qui part du même principe et qui consiste à connaître à l'avance la forme des plaques d'ostéosynthèse qu'on va utiliser. Donc vous voyez ici le principe, dans l'étape de simulation et de conception des dispositifs, on va de la gauche vers la droite, donc ça c'est le flux numérique. On va faire une simulation, on dispose d'une carte couleur de l'épaisseur osseuse qui est très utile pour anticiper le positionnement des vis d'ostéosynthèse. On va ensuite concevoir une plaque d'ostéosynthèse et comme on connaît l'emplacement des vis, on renvoie le maxillaire ici dans sa position d'origine, en connaissant l'emplacement des vis, et on va pouvoir concevoir un dispositif de guidage qui permet de forer en premier les trous de vis d'ostéosynthèse. Et donc vous voyez que la chirurgie se passe dans l'autre sens. On va commencer par mettre le guide qui est ici à droite, forer les trous de vis, faire l'ostéotomie et ensuite repositionner avec la plaque. En vue opératoire, ça donne ça. Donc la technique chirurgicale en elle-même n'est pas fondamentalement différente. Hein. Les abords sont exactement les mêmes. Il n'y a rien de modifié. On commence par mettre le guide, suivre donc les indications du guide et faire le préforage, puis enlever le guide, faire l'ostéotomie. Et là, le maxillaire n'est pas repositionné en fonction de l'occlusion. Il est repositionné tout simplement en insérant la plaque et en utilisant les trous de vis préforés. Alors la question qui se pose d'emblée, c'est de savoir si le postulat de départ qui est de gagner principalement en précision est réellement rempli. Hein. Est-ce que cette condition est réellement remplie? Donc bien sûr on a examiné ça et on a regardé ici sur une série de 80 patients, dont 60 ostéotomies de l'euphorin monobloc. Vous voyez la précision moyenne. On a une précision moyenne ici sur le point interincisif et sur les premières molaires qui est inférieure au millimètre. Donc on est déjà en termes de précision moyenne clairement inférieur au dispositif standard ou aux gouttières, quel que soit le procédé de fabrication. Ce qui est important, c'est de regarder un peu au-delà de la moyenne, parce que ça, c'est pas suffisant. On peut avoir des dispersions importantes, et si on regarde la déviation standard, elle est également très contenue. C'est marrant, c'est comme s'il y avait un film qui passait. Donc la déviation standard, donc les écarts types sont également très contenus, vous voyez, très inférieurs au millimètre. Alors néanmoins, on voit qu'on a des... Je ne sais pas si vous... Oui, vous avez la souris. Vous voyez qu'on a quand même quelques outliers hein, qui s'écartent significativement de la moyenne et qui sont quand même beaucoup moins bons. Alors c'est très peu de cas dans ces séries. Donc je ne l'ai pas mis là, hein, mais il y a 60 lephorins monoblocs et on a regardé également pour des lephorins segmentés, pensant qu'on aurait une précision un peu moindre, puisqu'on a affaire à des plus petits segments, à plus de résistance, etc. Et en fait, c'est exactement superposable. La question qui se pose, c'est effectivement ces cas qui s'écartent un petit peu de cette précision importante, et ce sont tous des cas d'impaction postérieure, qui est la chirurgie connue, c'est le geste connu pour être le plus difficile à réaliser en chirurgie orthognatique. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles osseux qui peuvent empêcher d'atteindre la position planifiée, et on le voit bien dans des cas, alors ici un cas extrême, vous voyez la différence entre le plan occlusal planifié en gris et le résultat obtenu en rose. Ça, c'est le pire cas de la série, où il y a une grosse déviation sur les molaires, un gros écart, et on voit ici que le dispositif n'a pas été utilisé correctement, et surtout ce qu'on voit, c'est que l'ostéotomie ne s'est pas passée comme prévu, puisque là la ptérygoïde a été coupée en même temps que l'ostéotomie. Normalement ce n'est pas le cas, il doit y avoir une disjonction postérieure, et manifestement l'opérateur a pris soin de retirer les interférences osseuses, mais n'a pas bien mis en évidence l'ostéotomie ptérygoïdienne, ce qui en soi pose pas de gros problèmes. Simplement il faut bien le voir pour pouvoir enlever l'os dans la ptérygoïde, pour permettre au maxillaire de retrouver sa position d'origine. Et on voit très bien qu'ici la plaque a été forcée et pliée pour atteindre la position finale. Donc c'est pas une surprise, effectivement, si on plie la plaque, on n'a pas la précision escomptée. Vous voyez là donc les résultats sur les ostéotomies segmentées. On est tout à fait dans le même, des chiffres tout à fait superposables, très inférieurs au millimètre en moyenne en termes de précision, avec pareil des écarts types qui sont très contenus. Alors, la question que ça pose également, on a
vu ici un avantage pour les ostéotomies segmentées et maxillaires segmentées, qui sont en règle générale des ostéotomies d'expansion, dont on connaît bien l'instabilité. Ça fait partie des mouvements les plus instables dans les interventions de chirurgie orthognathique qu'on peut faire, qui récidivent le plus. La particularité, c'est qu'il est recommandé dans ces interventions d'avoir une contention d'arcade extrêmement rigide en post-opératoire pendant au moins 3 mois, habituellement par une plaque palatine. Certains préfèrent une gouttière d'intercuspidation, d'autres des ATP qui sont quand même moins rigides. Mais enfin bon, dans tous les cas, il faut une contention d'arcade extrêmement rigide après. L'avantage, c'est qu'avec cette plaque très continue, on a un système qui est un montage qui est extrêmement rigide, et donc on se dispense désormais de toute contention d'arcade, ce qui permet de favoriser la rééducation linguale en post-opératoire, qui est un élément majeur dans ces insuffisances transversales, etc., en évitant des obstacles à la rééducation linguale, en favorisant la proprioception, en évitant d'avoir une plaque palatine qui va gêner la langue. Et donc on a regardé cette stabilité, et vous voyez qu'on a effectivement, comme attendu, un petit taux de dégradation. Alors ici, vous voyez, entre les canines, ici entre les molaires, mesuré ici entre les foramen grand palatin. Donc vous voyez qu'on a une petite perte de dimension transversale entre le post-opératoire immédiat et à 1 an, qui est tout à fait similaire et qui est au moins égale à tout ce qui est rapporté dans la littérature avec des contentions intraorales rigides. Donc on perd, vous voyez, jusqu'à 10% au point le plus postérieur du palais de l'expansion initialement prévue entre le résultat post-opératoire et le résultat final à 1 an. Donc un avantage certain dans ces expansions maxillaires, en tout cas dans ces ostéotomies segmentées. Voyons donc quelques applications maintenant pratiques également intéressantes. Les cas d'asymétrie sont bien entendu des cas difficiles à aborder dans l'évaluation de l'asymétrie, à aborder dans la planification chirurgicale, dans l'indication chirurgicale, et bien entendu à aborder dans la réalisation du geste pour obtenir le même résultat que celui qu'on a posé en indication et simulé. Vous voyez cette patiente qui, de prime abord, on note bien entendu une asymétrie, mais une asymétrie qui ne semble pas extrême en tout cas. En tous les cas, peut-être moins affichante cliniquement que quand on regarde la radiographie. Quand vous regardez cette téléradiographie de face, remarquez l'énorme différence, vous voyez ici sur la base du crâne, entre les deux côtés, et la scoliose faciale qui paraît beaucoup plus significative radiologiquement qu'elle ne l'est cliniquement. Donc peut-être une difficulté, ou en tout cas une sous-estimation si on se base sur des indices cliniques lorsqu'on va planifier la correction de cette asymétrie. Alors ça, c'est la limite notamment de l'évaluation en radiographie 2D, du fait du positionnement céphalique dans les téléradiographies qui prend pour référence donc les méas acoustiques avec l'orthostat. Et bien sûr, quand vous avez une asymétrie de la base du crâne, cette référence n'est pas nécessairement la bonne. Vous voyez qu'ici, quand on travaille sur un modèle 3D, qu'on détermine le plan sagittal de symétrie le plus approprié à partir d'un modèle 3D, vous voyez très bien ici que, en réalité, les conduits auditifs ne sont pas exactement alignés. Et donc, si vous les alignez de force en utilisant l'orthostat, eh bien, vous allez avoir une incidence de votre tube aryonique qui va être oblique en fait par rapport à la face et qui risque de donner une évaluation fausse du plan de symétrie chez ces patients, et donc on peut être trompé par l'évaluation radiologique qu'on va pouvoir rectifier grâce à cette évaluation 3D. Vous voyez ici qu'on simule le repositionnement, la symétrisation, le recentrage bien sûr des milieux incisifs, du menton, l'horizontalisation bien sûr, on peut prendre toutes les mesures que l'on veut, bien sûr la symétrisation des arcades dans une vue axiale où on s'assure de corriger donc la rotation axiale et de symétriser au maximum ces patients. Bien sûr, vous voyez qu'on garde une asymétrie dans le positionnement des condyles puisque les conduits auditifs et donc les ATM ne sont pas dans le même plan. C'est tout à fait normal, mais si on se base sur ce plan et qu'on aligne les ATM, par contre, c'est de face que ça va rester inévitablement asymétrique. Donc vous voyez le résultat avec une symétrie qui est globalement très harmonieuse au final et qui est tout à fait prédictible.
Un autre intérêt, eh bien, dans ces asymétries, vous avez des patients chez qui le repositionnement condylien peut être extrêmement compliqué à obtenir. Et vous voyez cette patiente, lorsqu'on fait son acquisition radiologique, vous remarquez qu'à gauche, spontanément, elle est toujours en propulsion. Là, vous voyez que le condyle est complètement en avant de l'articulation. C'est une patiente chez qui il est extrêmement difficile de déterminer une relation centrée pour une raison très simple, c'est que cette patiente a une hypercondylie. Elle a eu une condylectomie gauche première. Donc son articulation est remaniée, elle compense en se mettant spontanément, enfin elle se met en OIM en permanence, et on va avoir beaucoup de mal à enregistrer une relation centrée en préopératoire. Ici l'intérêt c'est qu'on va donc simuler le repositionnement, la symétrisation de maxillaire par l'ostéotomie maxillaire et poursuivre avec l'ostéotomie mandibulaire en préopératoire, donc sous anesthésie générale chez une patiente qui est relâchée, où là on a beaucoup moins de difficultés à déterminer la relation centrée puisqu'on n'a plus les compensations musculaires, et pouvoir donc repositionner la mandibule sur une arcade maxillaire dont on est certain qu'elle est symétrique et bien positionnée dans l'espace. Alors ça permet aussi d'être un peu créatif et puis d'envisager des ostéotomies éventuellement plus complexes. C'est intéressant par exemple dans ces cas de classe 3 face longue qui ont des hypoplasies globales du tiers moyen et non pas des hypoplasies purement maxillaires. Vous avez une déficience qui dépasse juste vraiment juste l'arcade. Vous voyez que vous avez une hypoplasie de la région sous-orbitaire avec un aspect de pseudo-exophthalmie du fait de cette hypoplasie zygomatique. Et donc là, on va pouvoir planifier en même temps une ostéotomie de valgisation des zygomas qui va permettre de corriger le profil sous-orbitaire avec, vous voyez, des dispositifs qui sont assez encombrants, dont l'empattement est très large et dont on peut s'interroger sur la possibilité d'insertion. En réalité, ça ne pose pas de problème avec les voies d'abord qu'on a, avec une voie d'abord qui est pratiquement la même que pour une ostéotomie de l'euphorin classique. On arrive à insérer ces dispositifs sans grande difficulté. Et vous voyez ici le résultat, donc avec une augmentation de la projection zygomatique ici. Je vais vous le repasser parce que ça c'est intéressant de voir le avant-après. Si vous regardez la vue axiale, vous voyez ce qui se passe sur les zygomas. Là, vous voyez bien. Et donc une augmentation des reliefs zygomatiques qui permet une amélioration en plus du regard et des reliefs zygomatiques. Vous remarquez ici la modification de la fente palpébrale est vraiment de cette région, vous voyez, sous-orbitaire là qui est très creuse et qui est quand même plus harmonieuse en post-opératoire. C'est un résultat qu'on a du mal à obtenir avec simplement une ostéotomie maxillaire. Voilà. Et donc avec un geste qui est extrêmement simple en réalité puisqu'on a déjà tout planifié et quand on réalise ces ostéotomies zygomatiques, ce n'est pas propre au dispositif sur mesure, c'est une chirurgie qu'on peut tout à fait faire sans dispositif, qui n'est pas très compliqué à faire. Le problème, c'est quand on repositionne le zygoma d'un côté, pour repositionner le zygoma de l'autre côté exactement de la même manière, pour le coup, on n'a aucun guide. On n'a pas de gouttière, on n'a rien. Et donc, il faut essayer de prendre des mesures sur l'os. On est très mauvais pour prendre des mesures sur l'os en 3 dimensions en opératoire. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser. On suit les indications du guide et on est certain d'avoir 2 zygomas qui sont repositionnés de manière parfaitement symétrique. Dans les indications qui sont, où ces dispositifs sont d'une utilité indiscutable, alors c'est sans doute un effet centre aussi, mais j'ai de plus en plus de patients qui me sont adressés pour une deuxième chirurgie, pour des raisons de complications lors d'une intervention, une première intervention ou d'insatisfaction. Je vous parlais tout à l'heure d'asymétrie. Ce qui amène cette patiente, c'est principalement, pour ne pas dire uniquement, c'est sa seule plainte, son asymétrie des milieux. Donc vous voyez qu'effectivement, les milieux sont assez décalés. Et ça, c'est pas une énorme surprise. Je vous ai parlé tout à l'heure de la précision discutable des gouttières. Mais il y a ici autre chose, c'est qu'elle a une déviation de la pyramide nasale qui brouille aussi l'évaluation de la symétrie et le positionnement des milieux. Et d'ailleurs, on peut discuter indéfiniment du bon positionnement, du choix du milieu et du plan de référence, sachant qu'elle a une déviation de la pointe nasale. Donc, est-ce qu'il faut mettre le milieu au milieu du visage ou en face de la pointe nasale, etc.
Quoi qu'il en soit, ici aussi, donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi un excès vertical qui n'est pas négligeable. Vous voyez qu'elle a une importante crispation. Et donc on va pouvoir anticiper toutes ces corrections. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se pose la question, quand on planifie ces dispositifs, de savoir s'il faudrait enlever d'abord toutes les plaques d'ostéosynthèse qui sont en place pour pouvoir avoir un accès suffisant. En réalité, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à faire une première intervention pour enlever les plaques. J'ai toujours trouvé le moyen de positionner les dispositifs là où il faut, à une exception près que je n'ai pas encore opéré, mais là c'est une situation un peu particulière parce que c'était post-traumatique et donc il y avait des plaques absolument partout. Voilà, en règle générale, donc vous voyez ici la correction des milieux qui est également bien prévisible et dans le même temps donc la correction de la dimension verticale. Vous voyez tout ce qui est en rouge, bien sûr, c'est de l'os qui est enlevé, hein, donc vous voyez l'impaction qui est réalisée à la fois au maxillaire, la génioplastie qui permet de réaliser cette impaction également avec donc une harmonie qui est retrouvée avec un visage dont la symétrie est tout à fait acceptable, me semble-t-il. Alors, vous avez des indications aussi peut-être plus anecdotiques, mais des cas où on est souvent bien embêté pour avoir une bonne stratégie thérapeutique et où la chirurgie est, je crois, un allié indispensable. Hein. Donc, dans les syndromes de Brody, on a des situations éminemment complexes. Et vous voyez ici ce patient tout à fait typique, hein, avec cet articulé en ciseaux et qui n'a pas d'asymétrie basale. C'est tout à fait typique des Brody, hein, qui n'ont pas d'asymétrie basale, mais des asymétries occlusales majeures, extrêmement difficiles à traiter, qui sont la plupart du temps impossibles à appareiller, en tout cas dans une phase initiale. Et donc ici, on réalise une ostéotomie subapicale totale de l'arcade mandibulaire avec une ingression qui permet de corriger les défauts qui sont purement alvéolaires, encore une fois, en même temps qu'une ostéotomie maxillaire, vous voyez, avec ici un peu particulière, une ostéotomie maxillaire de recul pour corriger la proalvéolie. Et des photos qui ne sont pas finales, je ne les ai pas encore, je m'excuse pour la qualité de ces photos qui ne sont pas terribles, mais vous voyez qu'ici, on n'a plus d'articulé en ciseaux, on est en classe 1, dans les limites de ce qui était faisable en termes de préparation, bien entendu. Hein. Là, on a une phase très précoce, on est quelques mois tout juste après la chirurgie, mais avec une finition qui va se faire sans difficulté. Alors, parlons un peu de ces cas d'insuffisance verticale postérieure sur lesquels on a des tas de possibilités chirurgicales, des indications extrêmement variées et dont on discute très souvent de la nécessité ou non de corriger cette insuffisance verticale postérieure. Lorsqu'elles sont sévères, il n'y a pas de doute, il faut les corriger. Et quand elles sont intermédiaires, on peut s'interroger sur la nécessité de les corriger. Quand on doit rallonger un ramus, les techniques ont des avantages et des inconvénients, mais la technique la plus classique, ce qu'on ferait en technique standard, c'est ce que vous voyez là, une ostéotomie en L inversée d'allongement du ramus, et vous voyez que ça crée un défect osseux important qui va nécessairement falloir greffer pour obtenir une consolidation. L'intérêt, c'est qu'on peut ici optimiser le trait d'ostéotomie. Oui, on peut optimiser le trait d'ostéotomie, vous le voyez ici, hein, et de manière à obtenir un contact osseux en fin de positionnement, qui est un élément majeur de la stabilité de ces résultats, hein, parce que ces insuffisances verticales postérieures sont très instables, en particulier dès lors qu'il y a un défect osseux qu'on va devoir greffer. Je vous en donne un autre exemple ici. On n'est pas toujours obligé de faire une ostéotomie en L inversée. On peut parfois aussi rester sur des ostéotomies sagittales qui vont nous permettre d'avoir un bon contact osseux. Donc vous voyez ici dans un cas de résorption condylienne majeure, hein, il n'y a plus de condyle, c'est bien simple, il n'y en a plus, mais des articulations qui restent néanmoins fonctionnelles. Donc, là aussi, on peut discuter de l'indication, il y a des tas d'indications là-dessus. Les anglo-saxons sont très partisans des prothèses articulaires dans ces cas-là. Moi, je reste très réticent en prothèses articulaires chez les patients jeunes parce qu'on sait que les prothèses, elles ne tiennent pas toute la vie, qu'il va falloir les changer, qu'on n'est pas sûr de pouvoir les changer. Et s'il faut les changer une fois, c'est difficile. Et une deuxième fois, c'est pas certain du tout qu'on puisse y arriver. Donc voilà, en tout cas, moi, je retarde autant que possible les prothèses d'ATM. Toujours est-il que là,
la patiente a une bonne fonction, elle n'a pas de douleur, elle ouvre parfaitement la bouche. J'ai pas de raison de lui supprimer ses articulations pour faire un remplacement prothétique. Et ici, j'ai pu faire une ostéotomie sagittale tout à fait conventionnelle qui permet, vous voyez, une avancée somme toute considérable. Je m'excuse encore pour la qualité de ces photos, manque de matériel en consultation. Là, vous voyez que c'est fait avec des abaisse-langues un peu à la va-vite, mais bon, ça vous permet de voir donc le résultat post-opératoire qui est tout à fait donc une post-opératoire très précoce, qui est tout à fait conforme à la planification. Alors bien entendu, sur ces cas-là, on évite à tout prix de mettre en charge l'articulation temporomandibulaire. Donc en fait, là c'est juste pour la photo, mais on garde en permanence une gouttière pour garantir des contacts occluso-postérieurs. On diminue petit à petit la gouttière d'avant en arrière pour fermer la béance progressivement. Et vous voyez là un résultat à la fin de la fermeture des béances. Et cette patiente a été débaguée tout récemment, donc je n'ai pas encore les photos tout finales. Vous voyez qu'elle ouvre bien la bouche, il n'y a pas de trouble fonctionnel, elle n'a aucune plainte fonctionnelle, absolument aucune plainte fonctionnelle. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de sacrifier ces articulations temporomandibulaires. Ce qu'on peut discuter, c'est la forme de l'angle. Bon, alors là, ça ne se voit pas trop parce que c'est finalement assez tolérable, mais en réalité, ici, on n'a pas du tout augmenté la dimension verticale postérieure si on regarde juste à l'endroit de l'angle. Alors dans ces cas où on a réellement besoin d'augmenter la dimension postérieure, en tout cas le positionnement de l'angle, ce qu'on peut utiliser, et que je les utilise très volontiers, ce sont des implants qui vont reformer l'angle mandibulaire. Donc vous voyez, dans ces cas, je vous ai montré tout à l'heure qu'en optimisant le trait d'ostéotomie, on pouvait obtenir des contacts osseux. Ce n'est pas toujours le cas, malgré la planification, on ne trouve pas forcément de solution. Et donc dans ces cas-là, ce que j'utilise, c'est ça, vous voyez, donc des implants en titane poreux, dont les propriétés mécaniques sont optimisées pour être plus proches de celles de l'os et donc s'intégrer parfaitement, pour être parfaitement tolérés et parfaitement ostéo-intégrés, qui vont donc redéfinir l'angle mandibulaire. Ah, tiens, bah vous avez pas j'ai perdu des diapositives. Bon, c'est pas très grave. Si vous avez le résultat post-opératoire, elle est là en post-opératoire. Vous voyez ici avec un résultat qui est très, très stable, puisque là on est à 3 ou 4 ans après la chirurgie. Et donc pas de récidive de la béance, ici encore sur un cas de résorption condylienne idiopathique. Ces implants en titane poreux, en 3 dimensions, c'est vraiment une maille volumique, permettent aussi de corriger des asymétries dans des cas comme celui-ci, où vous avez là aussi une hypercondylie, avec un premier temps de condylectomie droite, puis vient le deuxième temps de correction de l'asymétrie résiduelle par une ostéotomie mandibulaire de recentrage. Mais vous voyez la concavité ici du ramus à gauche, la branche à gauche est très concave, et ce patient se plaint beaucoup du creux de la joue à gauche, et donc on sait que même en repositionnant l'arcade mandibulaire, on gardera cette asymétrie de forme des ramus. Et donc dans ces cas-là, j'ai utilisé, vous voyez, des implants poreux assez volumineux et qui sont également parfaitement tolérés. Là aussi, on est 3 ans après l'ostéotomie avec un résultat qui est stable, une symétrie qui est tout à fait acceptable et un patient qui est globalement satisfait, une occlusion qui est également acceptable. Lors des cas où il n'y a pas de demande occlusale, et effectivement, à part une inclinaison tout à fait mineure du plan d'occlusion, ce patient se plaint de l'asymétrie de son sourire initialement, mais vous voyez qu'on a un plan d'occlusion qui est relativement horizontal et avec une occlusion qui est pas parfaite, mais parfaitement stable et calée et fonctionnelle, qui ne veut pas de traitement orthodontique et uniquement une symétrisation du visage. Et donc là également, j'ai utilisé alors à la fois une résection du bord basilaire du côté droit, du bord basilaire hypertrophié, une génioplastie de symétrisation et un implant poreux ici en 2 parties parce qu'il est très étendu d'avant en arrière et bien entendu il y a le nerf entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les mailles des 2 parties de l'implant s'affrontent exactement et donc qui garantit, donc qui signe, si vous voulez, la précision de ces dispositifs et là aussi avec une parfaite tolérance de ces implants. En résumé, et pour conclure, j'ai pu vous montrer que ces technologies ont 2 atouts majeurs. Il y a une part qui concerne la partie planification et qui est un atout indispensable pour tous les patients qui sont un peu compliqué. Alors à chaque personne de mettre le curseur là où il veut en termes de complexité des cas. C'est finalement dans une grande partie des cas, c'est très intéressant de faire des planifications tridimensionnelles. On peut étudier différents scénarios, différentes
plan de traitement, voir le résultat que ça donne, le visualiser vraiment sur le plan de l'anatomie osseuse. Et puis au-delà, éventuellement, on a vu que les gouttières, c'est toujours une possibilité. On a une précision qui n'est pas forcément au rendez-vous, mais qui est probablement suffisante dans une majorité de cas. Et puis pour des cas un peu plus complexes, les dispositifs guides et puis surtout implantables sur mesure sont d'une grande aide et offrent une excellente prédictibilité des résultats. Je n'ai pas insisté dessus, mais ils facilitent aussi grandement la chirurgie. Donc c'est quand même un atout pour le chirurgien pour partir sur des chirurgies parfois assez difficiles et éventuellement longues, d'avoir ces outils. Et puis vous voyez qu'il y a un tas d'indications. Je vous en ai montré quelques indications. Je n'ai pas pu tout vous montrer en si peu de temps, mais voilà, ça permet aussi d'être créatif dans les types d'ostéotomie qu'on peut imaginer, avec en contrepartie bien entendu du temps de planification dans tous les cas, et puis surtout un coût qui va avec, qui pose des questions d'accessibilité et puis de soutenabilité. Je vous remercie de votre attention. Merci Thomas.